Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 10 juin. Les forces serbes quittent le Kosovo, l'OTAN décide de suspendre ses bombardements, l'ONU vient de voter le plan de paix qui autorise le déploiement de la force internationale au Kosovo. La guerre est finie, il faut installer maintenant la paix. À Belgrade, on parle de victoire, Slobodan Milosevic annonce la fin de l'agression de l'OTAN. À Bruxelles, l'OTAN exhorte toutes les parties à saisir l'opportunité de la paix. Nous évoquerons les conditions du retrait serbe du Kosovo et les perspectives de l'entrée de la force internationale sur ce territoire. Nous serons en direct de Macédoine avec Benoît Duquesne. Après 11 semaines de bombardement, 11 semaines d'activités diplomatiques où l'Europe a joué la carte russe, nous tenterons un bilan du conflit et nous interrogerons le ministre serbe chargé de la communication, Milan Komenic, en direct de Belgrade, sur l'état de son pays, sur la reconstruction aussi. Alors ça y est, c'est une réalité. L'armée yougoslave opère depuis cet après-midi un retrait du territoire du Kosovo, des camions, des autobus, des véhicules militaires avec des hommes à bord qui font parfois les gestes surprenants des vainqueurs. Commentaire Hervé Brosini. Ne leur parlez pas de capitulation. Ils pensent avoir remporté la victoire. Portrait de Milosevic en étendard, véhicules civils ou militaires, batterie anti-aérienne, tout cela roule malgré la pénurie d'essence. Tout cela est en bon état malgré 11 semaines de frappe. Il y a là plus d'une centaine d'engins et même des autobus chargés de prisonniers dont on ignore la provenance. Ils sont quelques 2000 soldats à quitter Merdare, une localité située au nord de Pristina. S'ils ne capitulent pas, au moins parlent-ils de retrait. Un retrait dans l'honneur, disent-ils, mais aussi dans l'amertume. En tant que soldat, je me sens un peu triste, car au seuil du 3e millénaire, le monde a attaqué l'un des peuples les plus anciens et les plus nombreux des Balkans, dans le but unique de le blesser et de l'humilier. Ceux-ci partagent le même état d'esprit. Ils plient bagages, là où dans l'autre sens, 245 000 Kosovars sont passés vers la Macédoine au poste frontière de Blaché. À Mitrovica, plus au nord, un autre convoi s'est lui aussi ébranlé vers la Serbie. Il y a là des militaires et des policiers. Mais parmi eux, combien de victimes a fait cette guerre? 576, affirme précisément Slobodan Milosevic. L'OTAN, on le sait, a parlé de 10 000 morts. Ils seraient donc essentiellement civils. Les Serbes ont à présent 11 jours pour se retirer. Tout cela a commencé aujourd'hui vers 13 h, le premier signe tangible de la paix. Dès hier soir à Belgrade, la fin de la guerre, la fin d'un conflit qui aura fait des milliers de morts et de blessés et dévasté la Yougoslavie était célébrée avec toutes les apparences d'une réjouissance. On fêtait la fin de la guerre, la fin de l'agression de l'OTAN, selon l'expression de Slobodan Milosevic, dans une atmosphère digne d'une victoire sportive. Reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Tuillier et Bruno Giraudon. Nous allons entendre maintenant le reportage de Thierry Tuillier, à moins que nous puissions être en liaison directe avec M. Milan Komenic depuis Belgrade. Monsieur Komenic, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes le ministre de la Communication. Bonsoir, Monsieur Komenic. Est-ce que pour vous c'est une défaite? Est-ce que pour vous c'est une défaite ou est-ce que, comme certains le laissent penser parmi les Serbes, c'est une victoire? Ni une défaite, pas du tout, ni une victoire, pas du tout. Il faut comprendre les émotions de notre population après 11 semaines de frappe de l'OTAN. Mais maintenant, il faut être réel, réaliste, il faut avoir une force à supporter la réalité et préparer notre pays au futur, à l'avenir qui serait plein de tentations, de défis et de difficultés. Monsieur Komenic, 11 semaines après, est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir signé à Rambouillet? Ça aurait évité la destruction de votre pays, des milliers de morts et des bombardements? Écoutez, cher monsieur, à Rambouillet, on nous a proposé un volet politique, une ébauche de projet de plan de paix qui était plutôt un ultimatum
avec une possibilité, après une période de 3 ans, le référendum qui donnerait pratiquement aux Albanais une indépendance. Ce n'était pas acceptable pour notre pays. De cette façon, malgré les victimes, malgré ce sacrifice terrible, sinistre, nous avons quand même sauvé notre intégrité territoriale et notre souveraineté politique. Mais comment pouvez-vous parler d'intégrité de territoire alors que le Kosovo va être occupé par une force internationale et que vous avez dû battre en retraite? Écoutez, de toute façon, il ne s'agit pas d'une occupation. Il faut quand même mesurer chaque expression. Nous avons attentivement consulté le texte de cette résolution du Conseil de sécurité qui prévoit une autonomie substantielle, mais pas une indépendance. Il ne s'agit pas d'une occupation de l'OTAN, il s'agit d'une présence militaire qui ne serait pas une présence éternelle. Après une période, nous aurions une démocratie, des institutions prévues par cette résolution et après nous estimons que Kosovo resterait à la Serbie en Yougoslavie. Monsieur Komenić, compte tenu du nombre de victimes, compte tenu des destructions de votre pays, est-ce que ça valait le coup de résister ainsi aux propositions des alliés? Mais écoutez, tout d'abord, il est très facile à être sage après la désastre, la catastrophe. De toute façon, ceux qui sont coupables aurions une chance ou bien de demander pardon ou de supporter leur culpabilité. De toute façon, nous attendons pour l'instant que la Serbie devrait déclencher un compromis, un processus diplomatique avec l'Occident, le monde occidental, et nous attendons que le temps est venu à une réconciliation avec l'Europe et même les États-Unis. Après tout, c'est le destin des nations, y compris la nation serbe. Mais quel est l'avenir de Slobodan Milošević qui a été inculpé pour crime de guerre par le tribunal pénal international? Est-ce que vous, qui êtes plus proche de l'un des opposants, M. Drašković, est-ce que vous pensez que Slobodan Milošević doit quitter le pouvoir? Écoutez, tout d'abord, M. Drašković et moi-même, nous dirigeons le plus grand parti de l'opposition. Nous avons essayé 3 fois de renverser le régime de Milošević. Mais les voteurs en Serbie ont voté, ont élu M. Milošević. Je suis désolé, mais c'est de la réalité. Et j'estime qu'il faut donner une chance au peuple serbe, aux voteurs en Serbie, qu'ils décident. Nous aurions des élections au moment précis, au moment donné, au moment opportun. Et c'est pour ça qu'il serait très difficile, très dangereux que l'Occident, que quelqu'un de l'extérieur essaye d'imposer une solution politique. Les Serbes, comme vous avez vu, ne supportent pas une solution préparée par quelqu'un. Même nous préférons avoir des victimes et des sacrifices. C'est-à-dire Milošević, c'est un président légitime malgré cette inculpation du tribunal de La Haye. Merci M. Komenić d'avoir accepté de répondre à vos questions en direct de Belgrade où dès hier soir donc, on fêtait d'une manière très vive, avec beaucoup d'enthousiasme, la fin du conflit. Le reportage est de Thierry Tuillier et Bruno Giraudon. Sobre, la présentatrice serbe annonce d'abord la fin des bombardements, puis très vite l'intervention de Slobodan Milošević. Martial, le président yougoslave, ne surprend pas. Ses premiers mots s'adressent aux héros de la nation, l'armée. Mais il se veut surtout rassurant. La force internationale pour le Kosovo, dit-il, va se déployer pour la paix et l'intégrité territoriale du pays sera respectée. Les rares spectateurs du concert anti-OTAN qui s'est tenu chaque jour pendant 2 mois n'ont pas entendu leur président. En fait, les Belgradois, dans leur majorité, ont déjà la tête ailleurs. Tout heureux de goûter aux premières heures de paix, ils affichent leur confiance.
Je crois que les Serbes du Kosovo vont rester, car ils ne savent pas où aller. La communauté internationale leur a donné la garantie qu'ils vont pouvoir vivre au Kosovo. La seule fausse note du jour vient de l'ancien allié de Slobodan Milosevic, Vojislav Šešelj, le leader ultranationaliste. Sa formation est la deuxième du pays. L'apôtre de la Grande Serbie voit dans la paix une capitulation inacceptable. Nous allons quitter le gouvernement si les forces internationales entrent au Kosovo. Cette nuit, il y a eu des gens qui malheureusement ont cru bon de fêter ça. Les jeunes venus se défouler cette nuit, place de la République, étaient en tout cas à 1000 lieues de ces préoccupations. Ceux-là ne croient pas en la capitulation de la Yougoslavie. Je crois que nous avons gagné parce que l'on a survécu à l'agression contre notre pays. Je m'attends à une crise et à une période difficile. Et maintenant, mes enfants et moi, on va pouvoir dormir tranquille. Ce soldat nous dit qu'il est heureux parce qu'enfin, chacun a pris conscience de la stupidité de cette guerre. Pour eux, le premier changement, c'est le retour au foyer et peut-être la démobilisation. Après, ils le savent, il leur restera à reconstruire un pays exempt. Et le Conseil permanent de l'OTAN vient de donner l'ordre aux militaires de l'organisation de faire entrer la force de paix au Kosovo. Alors revenons sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, au siège de l'OTAN, lorsque le secrétaire général, M. Javier Solana, a ordonné la suspension des opérations aériennes contre la Yougoslavie après la confirmation du début du retrait des forces serbes du Kosovo. La violence doit cesser immédiatement, les forces de sécurité doivent se retirer, a-t-il dit, tous les groupes armés kosovars doivent être désarmés. La non-application de ces résolutions ne sera pas tolérée. C'est en substance le texte qui annonçait la fin du conflit. À Bruxelles, pour France 2, Jean-Marc Ilouz, Olivier Journia. Les dernières bombes de l'OTAN avaient été larguées hier soir à 22h30. Les dernières incertitudes tomberont 17 heures après, quand à 15h30, Javier Solana, secrétaire général de l'OTAN, suivi de son porte-parole Jamie Shea, confirme la suspension des bombardements. Je puis vous annoncer qu'aujourd'hui Milosevic s'est soumis aux 5 conditions de la communauté internationale et qu'il y a quelques instants à peine, j'ai ordonné au général Clark de suspendre les opérations aériennes de l'OTAN contre la Yougoslavie. Devant près de 300 journalistes, le responsable politique de l'Alliance Atlantique a lancé un appel à la fin des violences et à la démilitarisation de l'Utšeka, le bras armé des séparatistes kosovars. Question, le secrétaire général recommandera-t-il une reprise des bombardements en cas de violation de l'accord? Le oui est net. Avec une précision, l'OTAN défendra aussi le droit de la communauté serbe du Kosovo. Côté porte-parole, une simple citation latine en guise d'épilogue. Qui veut la paix, prépare la guerre. À Bruxelles, il n'y aura pas demain de 80e briefing de l'OTAN. Si malgré l'évidente défaite politique et militaire de la Serbie, le mot victoire ne figure pas ce soir dans le vocabulaire de l'OTAN, ce n'est pas seulement parce qu'à Belgrade, Slobodan Milosevic reste encore au pouvoir. C'est surtout parce qu'un objectif essentiel de l'opération n'a pas encore été atteint, le retour des déportés kosovars dans un Kosovo pacifié pour eux-mêmes comme pour la minorité serbe. L'histoire est généralement écrite par les vainqueurs, elle leur impose de lourdes responsabilités, pas seulement politiques et militaires mais aussi morales, autant pour juger demain les criminels de guerre que pour protéger les civils serbes qui choisiront de rester au Kosovo. À partir de 17h heure française, au siège de l'ONU à New York, les 15 membres du Conseil de sécurité étaient réunis afin de voter la résolution permettant l'entrée au Kosovo de la force internationale. Ce fut donc fait après 2 heures environ, je crois, Dominique Derda. Oui, absolument, Claude. La seule incertitude qui pesait encore sur cette rencontre, c'était l'attitude de la Chine, mais le suspense n'en était plus vraiment un, puisque quelques instants à peine avant que le Conseil de sécurité ne se réunisse, le représentant chinois était venu annoncer à la presse que son pays ne ferait pas obstacle à l'adoption de cette résolution. C'est donc par 14 voix et une abstention que le texte a été adopté. La Chine n'avait obtenu qu'un tout petit aménagement de pure forme au projet
élaborée par le G8, mais n'avait aucun espoir de faire passer les amendements qu'elle proposait. Il visait essentiellement à interdire le recours à la force, sans accord préalable du Conseil de sécurité, et à limiter dans le temps la présence des troupes étrangères sur le sol yougoslave. Désormais, la voie est donc libre, mais les problèmes à régler sont nombreux. Très vite, Kofi Annan doit désigner son représentant spécial au Kosovo. Il sera chargé d'administrer la province, du retour des réfugiés, de la reconstruction, de la création d'une force de police et de la préparation d'élections démocratiques. Comme vous le voyez, c'est un très vaste programme. Merci Dominique. Retour à présent sur les conditions de l'accord obtenu hier soir en Macédoine à Kumanovo par les militaires de l'OTAN engagés dans des pourparlers qui semblaient interminables avec les militaires serbes. La conclusion de cet accord sur la base aérienne de Kumanovo, obtenue par des Français, ouvrait la voie à la fin du conflit. Récit, Philippe Rochaud. Tout s'est accéléré hier soir à 22 h. L'homme qui vient annoncer la signature de l'accord sur le retrait des Serbes et l'entrée des forces de l'OTAN au Kosovo, c'est le général Jackson lui-même qui commandera les 50 000 soldats de la KFOR. Il a signé avec les Serbes. Je comprends parfaitement les souhaits des réfugiés de rentrer chez eux et je leur promets que la KFOR fera ce qu'elle peut pour s'assurer que cela sera fait de la façon la plus sûre et le plus tôt possible. Le général Marjanović, qui a négocié et signé l'accord de retrait pour l'armée serbe, tente devant la presse de transformer le repli de ses hommes en victoire du régime. Les négociations ont été très dures, dit-il, mais finalement nous sommes parvenus à cet accord de paix qui met fin à la guerre. C'est la politique de paix conduite par le président Milosevic qui l'a emporté. Pour le général Bruno Kuš, qui représente les forces françaises, qui seront les seules en contact au nord du Kosovo avec l'armée serbe, c'est un processus long et difficile qui commence ici. Dans les 2 jours qui viennent, nous sommes prêts à partir et à accomplir cette mission de pacification. Cet accord de Kumanovo donne enfin le feu vert au déploiement des forces de l'OTAN au Kosovo, dont les premiers éléments attendaient depuis plusieurs mois en Macédoine. Alors voyons maintenant plus en détail les principaux points de cet accord militaire technique prévoyant le retrait des forces terrestres yougoslaves et l'entrée concomitante de la force internationale au Kosovo. Les Serbes devront effectuer leur retrait en 11 jours, ce qui est plus que prévu initialement. Explication Laurent Boussier. D'énormes hydroglisseurs américains qui débarquent sur les plages au nord de la Grèce, des centaines d'hommes, de véhicules et de canons, des colonnes de blindés britanniques qui font route vers la frontière entre la Macédoine et le Kosovo. Depuis ce matin, les renforts destinés aux opérations de maintien de la paix au Kosovo arrivent. Chars, matériel, soldats, en quelques jours, les effectifs de la KFOR doivent passer de 18 500 à 50 000 hommes. Comme prévu, le Kosovo sera divisé en 5 zones, le secteur allemand au sud, le secteur britannique au centre, et les Italiens à l'ouest, le long de la frontière avec l'Albanie, les Américains à l'est et les Français au nord. Des Français qui héritent d'une zone sensible puisqu'ils seront près de la frontière avec la Serbie, là où se seront repliés les soldats yougoslaves. Une armée yougoslave qui a maintenant 11 jours pour se retirer totalement du Kosovo. Les premiers départs ayant eu lieu aujourd'hui, jour J, les militaires serbes ont jusqu'à J+6 pour quitter la partie sud de la province et toutes les zones proches de l'Albanie et de la Macédoine. 3 jours plus tard, à J+9, le secteur central devra avoir été évacué. Enfin, les 2 derniers jours de ce calendrier seront consacrés au retrait total des dernières forces serbes stationnées dans la province. Pour que tout ça soit bien coordonné, une délégation d'officiers serbes a rencontré cet après-midi à Blace une délégation d'officiers de l'OTAN. Nous devons nous synchroniser et coordonner notre avance et leur retrait, pour être sûr qu'il n'y aura pas de période d'insécurité. Dans quelques heures, un premier contingent de soldats britanniques et français devrait être héliporté sur l'aéroport de Pristina, avec comme mission la sécurisation de cette plateforme aéroportuaire. Et pour compléter les troupes françaises déjà sur place, des renforts ont commencé à embarquer aujourd'hui à Toulon. Le président de la République est venu les saluer ce matin, tout en soulignant que cette mission peut être dangereuse et qu'elle demandera surtout un respect de la personne humaine. Reportage à Toulon, Jacques Cardoz, Jean-François Giorgetti. Une grande première pour le char Leclerc. Ce char de 60 tonnes, l'un des plus modernes au monde, capable de tirer de jour comme de nuit, va donc connaître sa première utilisation sur un théâtre d'opération. Paradoxalement, pour une mission de paix. Mais pour l'armée, le char Leclerc peut contribuer efficacement par la dissuasion au retour des réfugiés. Les chars Leclerc nous permettront
d'assurer une certaine dissuasion, je pense, de sécuriser la zone qui nous sera affectée et de permettre ainsi un retour des réfugiés dans des conditions de sécurité optimales. Pour le président de la République, une page vient d'être tournée dans le conflit du Kosovo. L'espérance et la paix sont devant nous, a-t-il précisé. En saluant les renforts de l'ACFOR ce matin, Jacques Chirac a parlé de nouveaux défis et s'est même montré parfois envieux des pilotes de Charles Leclerc. Vous commandez un peu comme Leclerc, vous avez de la chance. Ah oui, c'est la première, oui. Une mission qu'il juge dangereuse. C'est une mission délicate, généreuse, qui peut être dangereuse. Elle demande de votre part professionnalisme, rigueur, respect de la personne humaine. Il faudra 15 jours pour que l'ensemble du matériel et des 7000 soldats français soient opérationnels. Mais pour ces hommes chargés d'appliquer la paix, le chemin est encore long. C'est bien là leur seule interrogation. Ils ne savent pas combien de temps il leur faudra pour accomplir leur mission. En Macédoine, les préparatifs des militaires français qui seront déployés au Kosovo dans la zone en contact avec les Serbes se sont accélérés ces dernières heures aux côtés du général britannique Michael Jackson qui dirigera le commandement unifié de cette force internationale. Il y aura un Français, le général Jean-Claude Thoman. Reportage au sein de cette force française actuellement stationnée en Macédoine avec Benoît Duquesne et Philippe Jasselin. Nous sommes sur la base militaire de Kumanovo. C'est ici depuis 2 mois qu'est basée la brigade française et ses 3000 hommes. Et c'est d'ici dans quelques temps que doivent partir les premiers éléments qui entreront au Kosovo. Alors depuis hier soir et la signature des accords de Kumanovo, l'ambiance a quelque peu changé. C'est l'heure de partir ? Ça y est, on est en train de se plier les bagages. On est quasiment prêt maintenant puisqu'on a constitué les rames de combat. Les baves que vous voyez ici là, sont maintenant parées. Et on est en train de finir la rame logistique, donc c'est-à-dire les camions, avec tout ce qu'il y a dedans pour vivre. Les 2 jours de vivres supplémentaires, l'eau, les tentes, l'électricité, tout ce qu'il faut pour passer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous appréhendez avant ce départ ? Rien de particulier parce qu'on a l'habitude de ce genre de mission. Ils sont 1250 dans ce bataillon interarmes. Le bras armé de la brigade, ce sont eux qui entreront les premiers au Kosovo. Un soulagement après une si longue attente. On s'est préparé pendant 2 mois psychologiquement, physiquement, mentalement. On est prêt. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette mission ? Ce qui me plaît, c'est de savoir que je permettrai peut-être le retour des réfugiés. Je pense que la mission qu'on aura de l'autre côté sera beaucoup plus intéressante de ce qui se passait ici. Parce que c'était beaucoup de statique ici, je pense que de l'autre côté sera quelque chose de plus mobile où on pourra voir beaucoup de choses intéressantes. Avec des risques quand même, risque d'éléments incontrôlés, risque de mines surtout. Ce qui n'empêche pas le commandant du bataillon d'envisager sa mission avec sérénité. La route des Français est toute tracée de Kumanovo à Mitrovica, dans le nord du Kosovo. C'est là qu'ils se déploieront. Cet accord nous permet de rentrer au Kosovo et le gouvernement yougoslave reste souverain. Il a donné son accord, donc normalement nous n'aurons pas de problème lié à l'armée yougoslave. Bref, tout est prêt pour le grand jour, reste à en fixer la date, mais tout le monde sait bien ici que cette nouvelle mission en Serbie pourrait bien durer longtemps. Alors Benoît Duquesne, vous vous trouvez à Blaché. C'est un lieu tout à fait symbolique parce que c'est par là que des dizaines de milliers de réfugiés sont entrés et puis c'est par là que des forces militaires, notamment les Français, vont aller au Kosovo. Alors comment est-ce que cela va-t-il se passer ? C'est vrai que c'est un lieu excessivement symbolique ici, ce n'est pas le seul poste frontière, mais c'était l'un des plus surprenants, si vous voulez, quand on voyait ici arriver par milliers, dizaines de milliers et centaines de milliers ces réfugiés ici au poste de Blaché, par les trains, vous vous souvenez de ces images, et c'est symboliquement ici que se font les contacts d'ailleurs entre des officiers serbes et des officiers de l'OTAN. C'est ici, dans le café, où ont lieu les premiers contacts à très haut niveau. Eh bien, il y a ici, juste derrière moi, un poste avancé, prépositionné, comme on dit, des militaires de l'OTAN pour ce passage qui va bientôt se faire. Alors comment les choses vont-elles se passer? Il y a en ce moment le général Jackson qui tient une conférence de presse en Macédoine, dans la capitale. Au cours de ces conférences, bien sûr, il s'agit de raconter un petit peu comment sont faites les négociations et puis voir un petit peu comment les choses pourraient se passer puisque c'est lui qui détient les clés du départ. D'après ce qu'on dit ici, les choses vont se faire très rapidement. Les plus optimistes disent éventuellement dès demain matin avec bien sûr des éléments qui vont précéder le gros des troupes de l'OTAN. Ce gros des troupes sera composé de Français et d'Anglais principalement. Ce sont eux qui rentreront les premiers par des routes séparées. Et vous savez qu'il y aura un jeu très subtil pour ces troupes de façon à ce qu'elles puissent avancer sur un terrain
où elle ne risque pas de rencontrer de troupes serbes, ce qui fait qu'il y a donc des éléments qui vont précéder ce gros des troupes pour minuter en quelque sorte ces déplacements. Tout cela donc va prendre du temps, on l'a rappelé, on a 11 jours pour positionner ces troupes, mais encore une fois, ça pourra aller ici très très vite. Merci Benoît. À Washington, le président Bill Clinton s'est déclaré très content de l'accord, mais a exprimé son souci de rester vigilant quant au retrait des forces serbes. Le président américain a demandé aux dirigeants de l'UÇK, séparatiste kosovar, de ne pas entraver le retrait serbe. Il s'adressera directement aux Américains ce soir à la télévision pour évoquer ce qui doit être mis en œuvre pour entamer le processus de retour des réfugiés. Ce soir, le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine saluait le rôle de la Russie dans le règlement du conflit. À Moscou, le président Boris Yeltsin s'est félicité de la suspension des bombardements de l'OTAN, mais il souhaite que l'on respecte l'intégrité territoriale de la Yougoslavie. Il reste à définir la participation russe à la force internationale de maintien de la paix au Kosovo. Correspondance depuis Moscou de Gilles Rabin. On attendait une déclaration télévisée de Boris Yeltsin, mais elle a été annulée sans explication. Et à la place, le porte-parole du Kremlin est venu dire que le président russe considérait comme un premier pas dans la bonne direction la suspension des frappes, mais qu'elle n'était pas suffisante et que l'objectif maintenant était un arrêt total de, je cite, l'agression contre la Yougoslavie, agression qui a provoqué, devait dire le président russe, une incroyable catastrophe humanitaire. On attendait aussi avec intérêt les négociations sur la place d'un futur contingent russe dans la force internationale. Les militaires américains sont arrivés les premiers, mais sans faire de déclaration. Le chef de la délégation russe, le général Ivachov, l'un des adversaires les plus acharnés de l'OTAN, en a profité, lui, pour réaffirmer les deux exigences de Moscou, un commandement séparé et un secteur attribué à la Russie. Mais quelle sorte de secteur ? Nous ne disons pas notre propre secteur, cette expression est incorrecte, mais un secteur où la Russie jouerait le rôle essentiel et dans lequel d'autres pays seraient aussi présents, pas seulement la Russie. Combien de soldats russes au Kosovo, le président décidera, mais son nouveau Premier ministre a fait savoir sans qu'on lui demande 2 fois de suite qu'il n'était pas franchement pour. On va parler sans masque. Nos forces militaires et notre défense nationale, je n'ai pas peur des mots, se trouvent dans une situation catastrophique. Ce qui m'inquiète le plus, c'est où trouver l'argent pour envoyer un contingent. Talbot, le numéro 2 de la diplomatie américaine, a passé la journée avec le médiateur russe Tchernomyrdin. Sans résultat, peut-être parce que les intentions de la Russie ne paraissent pas très claires. Évidemment, l'annonce de la fin de la guerre et d'une paix qui commence a été perçue avec beaucoup d'émotion parmi les réfugiés albanais du Kosovo, en Macédoine et en Albanie. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, depuis le début du conflit, environ 986 000 personnes ont quitté le Kosovo. D'ici septembre, les représentants de l'ONU sur place espèrent que la moitié d'entre eux pourront rentrer dans la province yougoslave et ils se préparent à un afflux aux frontières. Reportage à Kukës en Albanie avec Richard Binet et Philippe Luzzi. Ils sont tous là, réunis presque religieusement autour de leur bien le plus précieux, leur tracteur. Ce même tracteur qui leur a permis de fuir et qui peut-être demain les ramènera au Kosovo. On a appris la nouvelle hier soir, tout est prêt. On a changé les pneus, remis la charrette en état. On va enfin retrouver notre terre, le Kosovo. Mais déjà percent les premières inquiétudes. Que sont devenus nos vaches, nos moutons, dit cet homme? Dans quel état allons-nous retrouver nos maisons? L'important, c'est de vivre là où nous sommes nés, même dans des tentes, même si tout a été brûlé. La cuisine du camp, le domaine des femmes. Elles préparent le repas comme pour un jour ordinaire et n'ont rien oublié. Je ne pourrai plus vivre comme avant. Chaque famille albanaise a un proche qui a été tué. Il y a eu trop de massacres. Il faudra du temps pour oublier. Nous sommes marqués à jamais. Dans chaque camp, les officiers de terrain du HCR tentent d'évaluer l'état d'esprit des réfugiés. Ils craignent qu'un afflux massif, près d'1 million de Kosovars, doivent rejoindre leur pays. Quand pensez-vous rentrer? Vous devez savoir que votre maison est sûrement détruite. Au plus tôt, même demain si c'est possible. S'ils rentrent aujourd'hui au Kosovo, ils trouveront sur leur chemin des infrastructures détruites, des mines, mais aucune assistance. C'est cela notre plus gros problème. C'est pour ça, je pense qu'il faut qu'ils attendent un moment
jusqu'à ce que nous ayons une vision plus précise de ce qui se passe dans ce pays. Pour les réfugiés, il est difficile de comprendre que si la guerre touche à sa fin, il leur faudra encore attendre. Attendre que leur pays soit démilitarisé, attendre que les chemins qui mènent à leur village soient déminés, attendre encore pour qu'enfin la vie reprenne au Kosovo. Les pays de l'OTAN tiennent à ce que l'armée de libération du Kosovo, l'UÇK, n'occupe pas le terrain abandonné par la police ou les militaires yougoslaves. Et dans l'accord conclu hier soir, le désarmement de l'UÇK est prévu. Les représentants politiques séparatistes affirment leur bonne volonté et le dirigeant modéré des Albanais du Kosovo, M. Ibrahim Rugova, se dit prêt à pardonner aux Serbes. Commentaire Valérie Fourniou. C'est dans ces montagnes du Kosovo, près de la frontière albanaise, que l'UÇK, épaulé par des mercenaires anglais, mène ses derniers combats. La nuit dernière encore, l'artillerie serbe a pilonné cette position que l'armée de libération du Kosovo tient depuis 2 semaines. Une armée qui, malgré des pertes humaines importantes, tient jusqu'au bout à occuper le plus de terrain possible au Kosovo avant l'entrée des troupes de l'OTAN. Un entêtement qui inquiète les forces militaires internationales, d'autant plus que l'UÇK est divisé, imprévisible. Pourtant, ces leaders politiques se veulent aujourd'hui rassurants. L'UÇK accepte les conditions de l'OTAN qui prévoit son désarmement. L'UÇK respectera son engagement vis-à-vis de l'OTAN et n'attaquera pas les troupes serbes lors de leur retrait. Cependant, nous nous réservons le droit à l'autodéfense. Et c'est bien cette réserve qui inquiète l'OTAN. La force de paix devra éviter que l'UÇK se venge sur la minorité serbe au Kosovo. Pour cela, elle tient à arriver sur les talons des forces yougoslaves, avant l'UÇK. L'UÇK qui demande toujours l'intégration de ses combattants dans, je cite, une armée nationale d'un pays indépendant et démocratique. Pour l'OTAN, l'armée de libération du Kosovo doit déposer les armes et rejoindre le processus politique. Mais avant, il faudra composer avec le leader modéré, Ibrahim Rugova, un homme qui réaffirmait ce matin qu'il est le seul président élu démocratiquement par le peuple kosovar. Il aura donc fallu attendre le 78e jour du conflit pour pouvoir parler de paix. Sans doute faudrait-il remonter à 1997 pour évoquer les premiers efforts diplomatiques des Européens et de la France pour éviter la crise. Mais c'est à Rambouillet que les chances de paix se sont amenuisées, les Serbes refusant de signer un accord accepté par les Albanais d'Ibrahim Rugova et l'UÇK. Tout au long du conflit, les Européens ont cherché l'appui de Moscou pour trouver une solution. Celle-ci fut finalement acquise en grande partie grâce au président finlandais Martti Ahtisaari. Rappel de ce cheminement diplomatique long et difficile avec Patrice Romdel. Si l'échec est le fondement de la réussite, on peut considérer que la paix s'est construite sur les décombres de Rambouillet. À l'époque, les Américains arrachent la signature des représentants de la communauté albanaise, mais la conclusion d'un accord bute sur l'intransigeance des Serbes. Pas de force internationale sur notre territoire, martèle Milosevic. D'où la guerre, en marge de laquelle, pourtant, la diplomatie ne cessera de tenter sa chance. Quand il y a rupture, il faut un intermédiaire. Pour les Européens comme pour les Américains, il est tout trouvé. C'est Moscou, ami traditionnel de Belgrade. C'est ainsi qu'Evgeny Primakov, alors Premier ministre russe, se rend à Belgrade. C'est ainsi que Madeleine Albright rencontre Igor Ivanov à Oslo. Du sommet entre les deux ministres des Affaires étrangères, il ne ressort rien de concret, si ce n'est que les Russes ont le sentiment d'exister et que le dialogue, fût-il indirect, n'est pas totalement rompu avec Belgrade. Mais impliquer les Russes revient tôt ou tard à remettre en selle les Nations Unies. Les Américains n'affectionnent pas franchement l'idée, mais les Européens y tiennent, notamment les Français qui disposent à l'ONU d'un droit de veto. Impliquer les Russes, c'est aussi mobiliser le G8, le groupe des nations les plus puissantes du monde, qui élaborera le plan de paix. L'ONU, le G8, qu'importe la structure, l'essentiel est de veiller à ce que les Américains qui règnent sur l'OTAN ne décident pas seuls, l'essentiel est de veiller à ce que personne ne se sente humilié. À l'arrivée, cela semble être le cas. Milosevic accepte les exigences de la communauté internationale en s'inclinant devant deux hommes. Le premier, Viktor Tchernomyrdin, c'est le monsieur Kosovo de Boris Yeltsin, un bon point pour les Russes. Le second, Martti Ahtisaari, c'est le président finlandais. Nul ne le connaissait avant la guerre, son pays s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne, un bon point pour les 15. Quant aux Américains, voire aux Anglais, toujours très en pointe lorsqu'il a fallu défendre l'option militaire, ils vous diront que leur stratégie a fini par payer. À tous, qu'il nous soit permis de rappeler qu'il a fallu près de 80 jours de bombardement pour en arriver là.
Voilà pour ce rappel de l'action diplomatique, mais avant de recevoir M. Javier Solana en direct de Bruxelles, il faut dès ce soir dresser un bilan, certes provisoire, de l'action militaire. Les frappes de l'OTAN ont détruit la plus grande partie du potentiel militaire yougoslave et le bilan humain pourrait être de plus de 10 000 morts et blessés. 11 semaines de bombardements ont littéralement dévasté les villes et les infrastructures serbes. Commentaire François Cornet. Image symbolique de ce début de conflit, Pristina plongée dans le noir au soir du 24 mars, alors que les premiers missiles de croisière Tomahawk sont lancés des bâtiments de l'US Navy en Adriatique sur le Kosovo. Dérisoire riposte de la DCA yougoslave face à ce déluge de feu. Au matin du 25, le ton est donné, l'OTAN a frappé fort comme elle l'avait annoncé. D'autres cibles militaires ont été touchées en Serbie, où l'état de guerre a été décrété. Le jour même, Belgrade rompt ses relations diplomatiques avec Washington, Londres et Paris. Le 27 mars, l'OTAN évoque le début d'un nettoyage ethnique massif dans la province. Des centaines de milliers de Kosovars sont jetés par les forces serbes sur les routes de l'Exode. Ils se dirigeront principalement vers la Macédoine et l'Albanie. 2 mois plus tard, ils seront près d'1 million à avoir fui le Kosovo. Le 3 avril, premier bombardement au cœur de Belgrade. Cible visée, des bâtiments administratifs, dont les ministères serbes et yougoslaves de l'Intérieur et les QG de l'armée fédérale. Les Belgradois, qui ne croyaient pas encore à la détermination de l'OTAN, seront de moins en moins nombreux à assister à ces concerts rock sur les places de la capitale, sorte de pied de nez au raid de l'Alliance. Ils se mobiliseront sur les ponts de Belgrade pour former ces boucliers humains. Jusqu'à ce jour, les missions de bombardement de l'OTAN ont été menées avec une extrême précision, mais le 12 avril, ça dérape. Ce train de voyageurs franchissant un pont au sud de Belgrade est touché par erreur. Bilan 55 morts de sources serbes. Première bavure d'une série de 15 qui provoqueront, d'après l'agence Tanjung, près de 500 victimes civiles. 2 jours plus tard, les avions alliés touchent toujours par erreur ces convois de réfugiés au sud-ouest du Kosovo. L'OTAN reconnaît cette erreur de cible mais se défend. Ces erreurs de frappe font moins de victimes que l'épuration ethnique au Kosovo. L'OTAN frappe des raffineries de pétrole, des dépôts de carburant pour enrayer le ravitaillement des troupes serbes et détruit les voies de communications et les ponts ainsi que les usines pouvant participer à l'effort de guerre yougoslave. Le 21 avril, l'OTAN concentre ses frappes sur les symboles du pouvoir de Milosevic, le siège du Parti socialiste serbe à Belgrade, le lendemain, la résidence présidentielle et le 23, la radio-télévision serbe. Le 8 mai, l'OTAN bombarde par erreur l'ambassade de Chine à Belgrade, provoquant une sérieuse crise diplomatique. L'Alliance veut étouffer la propagande du pouvoir serbe, les émetteurs de radio et de télévision sont détruits. Enfin, les principales villes sont privées d'électricité avec la destruction des centrales électriques et des transformateurs. Bilan de ces 78 jours de frappe, plus de 36 000 sorties d'avions, plus de 10 000 frappes, dont 3 000 sur les défenses antiaériennes. Plus de 600 armes lourdes détruites. Sur le plan des infrastructures, 50 usines détruites, 3 raffineries, ponts, routes et voies ferrées, 8 aéroports, des centaines de bâtiments et de casernes et la quasi-totalité des émetteurs radio ainsi que le système électrique yougoslave. Monsieur Solana, bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles. Considérez-vous que c'est une victoire de l'OTAN et une capitulation sans condition de Slobodan Milosevic? Je préfère de dire que c'était une victoire des droits de l'homme, une victoire pour les valeurs que nous défendons. Et arrêter le nettoyage ethnique en Europe, cela est une victoire. Oui. Mais est-ce une capitulation de Slobodan Milosevic alors qu'il est toujours au pouvoir et que ses troupes se retirent en bon ordre? Bon, du point de vue militaire, sans doute une capitulation de M. Milosevic, oui. Mais les troupes serbes se retirent normalement et à Belgrade, on a l'impression d'avoir... Oui, les informations que nous avons maintenant sont que les troupes serbes sont en train de se retirer et de manière ordonnée, selon le calendrier qui a été signé entre le général Jackson, qui sera le commandant de la force qui sera déployée à partir de demain au Kosovo, et le représentant de la Serbie, oui. Monsieur Solana, 11 semaines de bombardements, beaucoup de victimes, des milliers de morts et de blessés, beaucoup de destruction. Est-ce que cela valait le coup alors que Slobodan Milosevic est toujours en poste à Belgrade? Je crois que pour nous, la question la plus importante, c'est de
que les réfugiés qui ont été expulsés des Kosovo peuvent retourner à son foyer, chez eux, et pouvoir avoir en Kosovo la possibilité d'un avenir. Et c'est là pourquoi nous avons commencé la campagne et à la fin nous avons abouti à résoudre les problèmes avec la sécurité des Kosovo et avec la possibilité de tous les réfugiés de retourner chez eux. Mais tant que M. Milosevic sera président de la Serbie, on sera bien obligé de négocier ou de discuter avec lui. Oh, pas du tout, nous n'avons pas discuté avec M. Milosevic. Les conditions qui ont été présentées par la communauté internationale ont été acceptées. L'avenir de M. Milosevic dépendra du futur de la Serbie et de la volonté des citoyens de la Serbie. J'espère qu'à la fin, la Serbie, les peuples de la Serbie voudront changer le leadership de son pays pour avoir la Serbie jouant le rôle qui mérite dans la reconstruction des Balkans. S'il le faut, les troupes de l'OTAN ont-elles le mandat de suivre ou de poursuivre des assaillants éventuels jusqu'en Serbie? Oui, nous serons sans doute déployés au Kosovo et toutes les responsabilités seront sur les Kosovo, pas en dehors des Kosovo et en Serbie. Alors, vous êtes espagnol, vous êtes européen. Avez-vous le sentiment qu'il a fallu quand même en passer par les ordres américains et que nous sommes un peu, nous, Européens, sous un parapluie américain? Je crois personnellement, j'ai des sentiments qui sont très clairs. C'est une opération tout à fait européenne. Les Kosovo et l'Europe, et les leaders de l'Europe ont lidéré la campagne aérienne. C'est vrai que des points de vue militaires, des points de vue d'infrastructure militaire, les Européens ont des différences entre eux. Ils sont écartés de la capacité militaire des États-Unis. C'est là pourquoi je crois que nous devons continuer à construire la défense européenne, à construire la politique extérieure de sécurité européenne. Mais le sommet de Cologne, il y a quelques jours, a montré de manière très claire la volonté de notre leader de l'Europe pour avancer dans cette direction. Monsieur Solana, on vous a connu militant socialiste, militant pacifiste. Est-ce que vous arrivez à faire le joint entre cet engagement personnel et puis ce qui vient de se passer pendant 11 semaines? Non, pas du tout. Je vais vous dire que j'ai lutté toute ma vie contre la dictature dans mon propre pays, contre Franco. Et j'ai défendu toute ma vie les mêmes valeurs, les mêmes principes, les principes de la liberté, des droits des minorités, des droits de l'homme. Et à mon avis, ce que nous avons fait ensemble, tous les dirigeants de l'Europe, c'est d'essayer d'arrêter le nettoyage ethnique, qui est tout à fait contraire aux valeurs que nous défendons. Merci Monsieur Solana, vous étiez en direct de Bruxelles. Parmi les commentaires et réactions enregistrées notamment aujourd'hui en France, celle de Robert Hue, le secrétaire national du Parti communiste, qui se dit heureux de la défaite de Milosevic, mais continue de penser que l'on aurait pu éviter les bombardements. De son côté, Jean-Pierre Chevènement a insisté sur le sort de la minorité serbe au Kosovo. Nous sommes allés recueillir les réactions des membres de cette communauté serbe résidant en France, à Paris, après l'annonce du plan de paix. Reportage Arnaud Ardouin, Maryse Richard. Mais c'est notre racine, ça part d'ici, ça part d'ici. Pour ce patron de bar d'origine serbe, les racines de la Yougoslavie se trouvent au Kosovo. Quelques heures après l'accord de retrait des troupes serbes, la communauté parisienne ne cache pas son amertume. C'est pas un accord de paix, c'est pas un accord de paix, ça s'appelle un diktat. C'est pas un accord de paix, il n'y a rien qui a été négocié. Vous dites pas, les gars, vous signez, si vous signez pas, on vous bombarde. Ça s'appelle pas un accord de paix. Mais ces gens-là, maintenant, ils se posent comme les moralistes du monde et ils font, bon, bah maintenant, nous, on s'autorise le droit de partout où ça va pas aller, boum, on va bombarder. Et puis voilà. Rue du Simplon, dans le 18e arrondissement, au cœur de la communauté yougoslave de Paris. Pour cette femme, les Serbes n'ont rien à se reprocher, c'est l'OTAN qui est responsable de l'exode et des malheurs des Kosovars. Ils sont partis à cause des bombes. Tout le monde est parti. Les Serbes aussi. Tout le monde est parti, ils sont partis à cause des bombes, mais pas à cause des Serbes. Excusez-moi. Une communauté de longue date très attachée à la France et qui, depuis le début du conflit, se sent trahie par son pays d'adoption.
Pour le ministre Hubert Védrine, la France a eu raison de s'engager dans la guerre contre la Serbie de Slobodan Milosevic et le président de l'UDF, François Bayrou, estimait que le dénouement de la crise constituait d'abord une victoire de la morale. Voici à présent les réactions des Albanais du Kosovo réfugiés en France, réactions recueillies par Anne Guéry. Radio Zagreb vient d'annoncer que la première colonne de l'armée yougoslave a quitté le Kosovo. Un sourire discret, à peine perceptible, sous les couchés réfugiés depuis un mois à Lyon est à l'évidence soulagé. Et pourtant, il n'ose parler ni de victoire, ni d'espoir. Je suis heureux parce qu'il y aura moins de victimes. Je doute parce que j'ai peur de magouiller. Quel que soit l'endroit où ils sont réfugiés, ils partagent tous la même inquiétude. Les Serbes respecteront-ils l'accord? Accepteront-ils de cohabiter avec les familles albanaises? Certes, ils pensent au retour, mais avec des garanties. Comment on peut vivre avec eux quand un voisin que nous avons vécu des siècles avec eux nous a forcés de quitter nos maisons, nos appartements, de quitter tout ce que nous avons eu toute la vie. C'est eux qui ont créé cette situation. Comment ils peuvent nous attendre si nous rentrons au Kosovo? Ces familles hébergées depuis peu à Orléans ne connaissaient pas encore cet après-midi le contenu de l'accord et déjà, elles songeaient au retour. En Kosovo, maintenant, les maisons n'existent plus parce qu'ils sont tous brûlés. Mais pour nous, c'est mieux pour tourner à notre terre et puis notre pays. C'est ça. Même sans rien? Même sans rien, même sans rien. Ils disent aussi qu'ils veulent rentrer sous protection de la force internationale, mais ils ne savent pas ce qu'il adviendra quand cette force s'en ira. Voilà pour l'actualité au Kosovo, les reportages, les témoignages et puis donc l'annonce du début de la paix, de la fin du conflit et l'entrée au territoire du Kosovo de la force internationale sans doute dans les toutes prochaines heures. Élections européennes, premier vote aujourd'hui aux Pays-Bas, au Danemark et en Grande-Bretagne. Aux Pays-Bas, on sait déjà qu'il y a eu une abstention record. Les Danois, eux, devaient élire 16 parlementaires. Les prévisions de participation sont là encore plutôt pessimistes. Et puis les Britanniques choisissaient aujourd'hui leurs 87 représentants au Parlement de Strasbourg en utilisant pour la première fois le système électoral de représentation proportionnelle. Les résultats néerlandais, danois et britanniques ne seront communiqués évidemment que dimanche soir à partir de 22 h. À Toulouse, hier soir, Charles Pasqua et Philippe de Villiers, tête de liste du Rassemblement pour la France, tenaient un meeting. Monsieur Pasqua a ironisé sur Nicolas Sarkozy, mais aussi sur Lionel Jospin et François Hollande, tandis que Monsieur de Villiers parlait de refonder l'opposition. Reportage Arnaud Boutet et Blaise Grenier. Notre responsable de l'Ariège. Très bien. Après seulement quelques heures de séparation, Charles Pasqua et Philippe de Villiers aiment afficher leur retrouvaille. Les deux hommes ont sillonné individuellement la région Midi-Pyrénées. En grande pompe. Ah ouais. Nous aussi, le maire voulait nous recevoir. Et ils nous ont tous dit vous êtes en train de faire un malheur. Pour Charles Pasqua et Philippe de Villiers, le vote utile, c'est de ne pas voter pour Nicolas Sarkozy. Je voudrais que nous ayons une pensée pour celui que nous avons appelé avec Charles Pasqua, tant il lui ressemble, le lapin tambour du Racel. Il en a le dynamisme, il en a les gestes. J'aime la politique, mais on s'en fout que tu aimes la politique, nous on aime la France. À 3 jours du vote, Charles Pasqua estime pouvoir créer la surprise. On sent les choses, Villiers et moi. Et ce qu'on sent, c'est notamment ceci qui est résumé dans ce vers du poète: l'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. Et si massivement les électeurs changent de camp, Charles Pasqua et Philippe de Villiers envisagent de créer leur propre parti dans les semaines à venir. Et dans cette même ville de Toulouse, hier soir, François Hollande, tête de liste socialiste, recevait l'appui de Lionel Jospin pour appeler à la mobilisation des électeurs contre l'abstention. Reportage d'Evie Timbert, Yann Moine. Tiens, la dépêche de ce matin, François. Elle est bonne, la dépêche ? Un candidat qui se respecte, François Hollande est un peu superstitieux. Il ne veut pas faire de pronostics, il ne veut pas se fixer de score à atteindre. Pas de chiffres, enfin pas tout à fait. Arriver premier, c'est déjà chiffré, c'est 1. Chez les socialistes, en tout cas, il y a des traditions en fin de campagne.
Ça c'est de l'ail de Cadour. Premièrement, le chef se déplace. À 3 jours du scrutin, Lionel Jospin est donc venu prêter main forte à François Hollande. J'ai mené moi-même une campagne européenne en 1984. J'ai toujours entendu dire que les campagnes n'intéressaient pas. Deuxième rite, l'étape toulousaine, immuable en fin de parcours électoral. Ça va? Bougez pas, bougez pas. Bonjour. Troisième règle, mais celle-là est en fait commune à toutes les enseignes politiques quand l'échéance approche et que l'abstention s'annonce forte, voire record, il faut mobiliser ou tenter de le faire par tous les moyens. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont encore indifférents, pour ceux qui s'interrogent, dites-leur cette chose simple. L'Europe est notre avenir. Et cet avenir mérite qu'on s'occupe de lui. Vous voulez une Europe sociale, une Europe de la croissance, une Europe de l'emploi? Alors allez voter et faites voter. Vous voulez une Europe politique, une Europe de la défense? Le Kosovo a montré que cela était nécessaire. Alors allez voter et faites voter. Voter socialiste, bien entendu, précise le Premier ministre, qui choisit donc de s'engager personnellement. Succès ou échec dimanche soir, le résultat de la liste Hollande sera un peu le sien. Quant au président fondateur du mouvement écologiste indépendant, M. Antoine Wechter, qui affirme être le seul à présenter une vraie liste écologiste, il se prononce pour une Europe des régions et affirme bien sa différence avec Dominique Voynet. Reportage Frédéric Dupuis, Julien Tria. Je n'ai pas disparu de la scène politique. Moi, j'ai continué mon action. C'est en réalité tout simplement les micros et les caméras qui sont peut-être un peu moins tendus pour écouter mon message. Voilà. Antoine Wechter, le retour. La joie de retrouver micros et caméras pour sa campagne. À la campagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, où une pépinière est menacée. Depuis son départ des Verts, le fondateur du mouvement écologiste indépendant s'est fait plutôt discret. Il y a 5 ans, début des années noires. Il perd élection sur élection et sera l'absent de la présidentielle de 95. Il retrouve alors son métier, ingénieur écologue à plein temps. C'est Dominique Voynet qui l'avait évincé. Aujourd'hui, il s'en souvient. Je crois que Dominique Voynet fait surtout la démonstration caricaturale de son impuissance. Et ce qui nous a toujours séparés, c'est en effet l'analyse du pouvoir. Je ne crois pas qu'il suffise d'avoir un bureau de ministres pour pouvoir faire évoluer les choses. Il faut une adhésion du public. Et quand on se positionne dans le vieux clivage, eh bien on ne peut plus se faire entendre que de la moitié des Français. Moi, je m'adresse à tous les Français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Antoine Wechter ne se fixe aucun score précis pour l'élection de dimanche prochain. Selon lui, son retour devant les électeurs est déjà un progrès. À l'Assemblée nationale, une proposition de loi a été adoptée à l'unanimité, reconnaissant officiellement la guerre d'Algérie. Jusqu'ici, cette guerre était qualifiée d'opération effectuée en Afrique du Nord. Ce vote permettra notamment aux combattants de cette guerre de faire valoir leurs droits. En Belgique, tandis que l'enquête sur les origines de la contamination par la dioxine de poulet ou de bovin continue en pleine période électorale, le gouvernement belge a réouvert partiellement les secteurs de production bovine et porcine. Mais les éleveurs belges ont maintenu toute cette journée des barrages entre la France et la Belgique. Reportage Marianne Mas, Dominique Mas. Les gendarmes pendant toutes les fermes pour faire signer aux agriculteurs des papiers comme quoi on ne peut plus rien vendre des fermes maintenant. Oui, vendre direct de n'importe quel produit, on ne peut plus rien vendre du tout. Oh putain! Sur les barrages, ce fut toute la journée le chaud et le froid à mesure que les informations parvenaient. Nous ne comprenons plus rien du tout. À un moment donné, on nous a dit qu'une liste était faite avec les exploitations suspectées, qu'on allait commencer à faire des scellés sur ces exploitations bien définies. Maintenant, on vient de recevoir l'information comme quoi apparemment ce sont toutes les fermes qui pratiquent la vente directe qui ont donc l'interdiction formelle de mettre ces produits sur le marché. Éleveurs de volailles, producteurs de porcs, exploitants laitiers, tous ensemble réclamaient la publication des listes des exploitations touchées par la dioxine, pour y voir plus clair et pour mettre le gouvernement belge devant ses responsabilités. Ce qu'on veut, c'est qu'on sait de nouveau vendre nos produits à l'étranger, parce qu'on est un pays d'exportation. Si on n'a pas l'exportation, on va crever avec nos produits. Tout ce qu'on demande, c'est de produire un produit de qualité qui n'empoisonne plus les gens. C'est tout ce qu'on demande. Aujourd'hui, une douzaine de postes frontières ont été bloqués entre la France et la Belgique, plus quelques axes secondaires. Conséquence, d'énormes bouchons, beaucoup de retard, mais on prend son mal en patience. On attend, on n'a aucun débouché. Au début, c'était 14h, 17h, 20h, maintenant on ne sait pas. Et moi, le pire, c'est que je dois revenir en arrière. Je suis là depuis ce matin, 9h moins quart, j'ai fait 15 km. Ce soir, tous les gros barrages ont été levés, mais les agriculteurs belges promettent d'autres actions dans les jours qui viennent.
À Ajaccio, le juge chargé d'instruire le dossier de l'incendie de la Paillote a prononcé la remise en liberté de 2 lieutenants de gendarmerie mis en examen dans cette affaire. Et la semaine dernière, le même juge avait remis en liberté un adjudant-chef de gendarmerie. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné à 1 an d'emprisonnement, dont 7 mois avec sursis, le couple qui utilisait les services d'une jeune femme, une Togolaise, dans des conditions d'esclavage. Les personnes condamnées ont décidé de faire appel. On a appris ce matin le décès d'Eli Kakou, comédien, humoriste. Il était âgé de 39 ans. Depuis hier, il figurait même aux côtés de Tiki Olgado dans Prison à domicile, un nouveau film. Eli Kakou fut Madame Cherfati, mais aussi l'un de ceux qui firent le succès de La vérité si je mens. Commentaire Daniel Wolfram. Eli Kakou avait tout juste 1 an lorsque ses parents ont quitté la Tunisie pour débarquer à Marseille. Il voulait qu'il soit prothésiste. Mais lui n'était pas tout à fait d'accord. Oh, tu sais qui je suis, oh. Oh, tu sais qui je suis, oh. Comment votre nom déjà? Eddy. Eddy Vuibert. Vuibert? Mais c'est pas séparade, ça? Non, non, non. Ah, vous êtes ashkénaze, j'ai vu tout de suite. Non, non plus. En vérité, Eli Kakou réussit tout ce qu'il entreprend. Et sans mentir, le cinéma lui vole un peu son personnage. Si, je suis juif, oui. Vous êtes ashkénaze, c'est bien ce que je disais. Voilà, voilà. Depuis le succès du film de Thomas Gilou, Kakou ne quittera plus le sentier de la gloire. Une voyante, dit-on, lui avait prédit cette carrière fulgurante. Ceux qui l'aiment la jugent beaucoup trop fulgurante. Par la simple force de la pensée, je vais éteindre toutes les lumières ici. À 3. 1. 2. C'est moi qui le fais. 3. Eli Kakou, décédé ce matin. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je voudrais vous rappeler que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution de paix permettant l'entrée au Kosovo d'une force internationale. Ça devrait se faire dans les heures qui viennent, tandis que le retrait des militaires serbes du Kosovo s'effectue depuis le début de cet après-midi. C'est la fin de la guerre, mais la paix et la reconstruction seront longues et difficiles. Le président de la République a évoqué une capitulation sans condition des Serbes et a affirmé qu'il n'y aurait pas d'aide internationale tant que Slobodan Milosevic serait au pouvoir à Belgrade. Et puis le président de la République est revenu sur le rôle de l'ONU. Ce qui est sûr en tous les cas, et c'est notamment un succès de la diplomatie française qui a soutenu ce point de vue depuis longtemps et notamment pendant toute la période récente, c'est que l'ONU a retrouvé le rôle et la place qu'elle doit avoir dans un monde organisé avec un état de droit international. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant, le point route avec Valérie Maurice, envoyé spécial qui s'intéressera notamment à la scientologie avec une grande enquête. À 1h, vous retrouverez Florence Duprat pour le dernier journal, suivi de la 25e heure de Jacques Perrin. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra M. Pierre Laroutourou, qui est la tête de liste aux élections européennes, avec Combat pour l'emploi. À 13h, Carole Gessler et Rachid Arabe. À 20h, Béatrice Schoenberg. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 21h50 avec toute la rédaction de France 2 pour une soirée spéciale consacrée aux élections européennes. À dimanche, bonsoir, merci.